Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien, vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans cette nouvelle vidéo de l'indépendance financière. C'est un concept que j'avais évoqué durant la première vidéo. Et j'ai une définition un peu personnelle que j'aimerais partager avec vous. Elle est faite de 3 principes que je vais détailler dans la vidéo. Ces 3 principes, c'est un peu les principes qui me guident pour déterminer si oui ou non chaque décision financière peut m'avancer vers l'indépendance financière. Alors, l'indépendance financière, il y a en réalité une notion que beaucoup de gens pensent connaître parce qu'il y a cette notion qui vient de ce que j'appelle la théorie père riche, père pauvre, du nom du fameux livre de Robert Kiyosaki qui donne un peu une idée qu'on est réellement indépendant financièrement que lorsque nos revenus passifs puissent atteindre le seuil de nos dépenses quotidiennes. C'est-à-dire que vous pouvez vivre complètement de vos revenus passifs. Et là-dedans, on définit un peu le revenu passif comme le revenu qu'on peut retirer sans travailler, c'est-à-dire qu'on va mettre dedans, c'est un peu dans la théorie père riche, père pauvre, les loyers, les dividendes, les intérêts. Et ces revenus-là, comme il n'y a pas vraiment de travail à proprement parler, vous n'êtes pas payé pour l'heure que vous passez pour un employeur ou pour un client, ces revenus-là sont passifs et donc meilleurs. Et donc, c'est ce qui vous permettrait d'être indépendant financièrement parce que vous ne dépendez ni d'employeur ni de client. Ça, c'est un peu l'idée théorie générale de l'indépendance financière et c'est ce qui vraiment s'est répandu sur Internet et dans les ouvrages sur la finance personnelle, sur le développement personnel, ce genre de choses. Et moi, j'ai un regard plutôt critique par rapport à ça. Et en grand penseur du capitalisme, fallait bien non aussi donner une définition personnelle. Et dans ma vision personnelle, il y a d'abord le fait que je pense que le fait que voilà, le revenu soit passif, c'est un leurre, ce n'est pas forcément un meilleur revenu qu'un autre. Pour moi, il n'y a pas forcément de distinction à avoir entre le revenu actif, entre guillemets, le revenu du travail et le passif. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans mon expérience de consultant financier, j'ai pu analyser, déconstruire la structure de plusieurs grandes fortunes belges, françaises, étrangères sur l'état de leur patrimoine et les revenus qu'ils en retirent. Et dedans, j'ai même pu voir vraiment comment ces fortunes se construisaient au fil du temps et passaient de génération en génération. Et c'est super intéressant comme expérience puisque là-dedans, on voit que la part des revenus passifs dans la constitution est importante, mais il y a d'autres facteurs aussi et d'autres types de revenus qui permettent de générer des revenus et atteindre un certain niveau d'indépendance financière. Et puis j'ai aussi vu des gens dans mon entourage qui vivent de loyers ou de dividendes ou d'intérêts. Et ces personnes-là ont une relation complètement différente aussi. Ils ne sont pas forcément indépendants financièrement. Ils comprennent le lien de dépendance qu'ils ont. Et par exemple, par rapport à la théorie père riche, père pauvre, du revenu passif, j'ai toujours eu ce souci avec les loyers. Les loyers étant rangés dans la catégorie des loyers passifs, il n'y a rien de plus faux que cela. La réalité, c'est que si vous voulez gérer un grand parc de biens immeubles, on va dire, voilà, pour atteindre suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses mensuelles, vous avez besoin de 20 immeubles. Là-dedans, vous allez avoir énormément de gestion, à moins que vous la déléguiez évidemment, et dans ce cas, alors vous allez avoir plus d'immeubles, puisque ça diminue vos rendements, ça diminue votre bénéfice sur les mensualités. Et à ce niveau-là, vous allez avoir la gestion locative, le vide locatif, l'entretien, gérer les locataires, pas contents, contents. Vous allez avoir réellement toute une gestion à avoir. Voilà, c'est votre commerce. Vous avez des biens à louer, vous devez trouver quelqu'un qui s'en occupe bien, l'entretenir, faire respecter la loi. Et donc tout ça, ça demande pas mal de temps. Et donc plus vous en avez des biens en gestion, plus ça vous prendra du temps. Et donc vous comprenez que si vous avez un train de vie super haut, vous n'allez pas pouvoir de cette manière-là couvrir votre train de vie avec des revenus passifs. Et aussi, ce n'est pas passif, il y a du travail. Plus vous avez de biens, plus il y a du travail. Donc ça devient des revenus presque actifs avec une part de capital que vous mettez dedans. À ce niveau-là, il y a vraiment un leurre, penser que les loyers pourront vous permettre de vivre tranquillement au sud de la France sur un yacht,
pendant que vos 30 locataires payent le loyer tout le temps. Non, c'est un travail comme un autre. Et aussi, j'ai pu voir avec, par exemple, les dividendes ou les intérêts d'obligation, que certaines personnes ont eu, par exemple, durant la crise coronavirus, avec le crash du mois de mars, une baisse, une chute de leurs revenus financiers, parce que, tout simplement, ils étaient sur le fil où ils arrivaient à avoir une petite marge avec leurs dividendes ou leurs intérêts. Et là, tout d'un coup, ils perdent 50-40% de leurs dividendes. Évidemment, certains ont même perdu que 10%, par exemple, mais il y en a d'autres qui étaient très exposés, par exemple, au secteur financier. Voilà, les banques ne versent plus de dividendes, eux, ils perdent 100% de leurs dividendes. Ils se retrouvent également dans une situation de dépendance. Et là, voilà, s'ils n'en veulent pas de parachute, s'ils n'en veulent pas de solution B, ils ont aussi eu pas mal de difficultés. Donc, pour ces deux catégories, il y a toujours un lien de dépendance. Il y aura toujours le fait que soit l'un va demander du travail, soit l'autre fera que vous êtes dépendant des crises qui arrivent, mais vous profitez également des opportunités d'après-crise. Mais il y a toujours cette idée que vous n'allez jamais réellement être indépendant de quelqu'un d'autre. En réalité, les êtres humains vivent toujours en réseau. Nous sommes des êtres sociaux. On a toujours vécu dans des tribus, des sociétés, pour des groupes de 100, de 150, puis des villes, des villages, des villes, des mégalopoles aujourd'hui. On a toujours vécu avec les autres, on ne peut pas vivre, c'est partie de nos besoins sociaux, on ne peut pas vivre sans personne. Aller penser qu'il est possible de s'affranchir des relations sociales pour générer de revenus, je pense que ce n'est pas possible, parce qu'on sera toujours dépendant des relations sociales. Donc il y a quelque chose d'un mensonger, ou en tout cas de vouloir vendre du rêve en disant que voilà, revenu passif, vous ne dépendez que de vos revenus passifs et vous êtes indépendant financièrement, alors qu'il y a clairement un lien de dépendance. Et donc de cette expérience et de ces éléments-là, je me dis, bon, il y a forcément des principes qu'on peut en retirer pour essayer de comprendre comment atteindre l'indépendance financière, comment est-ce que financièrement, je peux ne pas dépendre de personne. Donc ces principes-là, je les ai un peu cherchés, mais je me dis, mais en réalité, c'est un très, très connu, puisque ça fait partie de la gestion des investissements et la gestion des risques. Donc en réalité, dans les trois principes, le premier principe, c'est de maîtriser ses dépenses et son mode de vie. Et quand je dis maîtriser, ça ne veut pas forcément dire les réduire à mort et ne pas profiter de la vie. Je pense que tout le monde a une façon différente de vouloir profiter de la vie, et je ne mets pas de jugement là-dedans. Par contre, maîtriser, ça veut dire que vous, au moins, vous connaissez votre mode de vie, vous savez combien il vous coûte, combien il vous coûtera à l'avenir. Et pour moi, c'est un principe de base, parce que ça veut dire que lorsque vous allez entamer une dépense, typiquement, vous voulez acheter une voiture à 50 000 euros, vous consommez actuellement que pour 100 euros de carburant par mois, tout d'un coup, avec cette voiture, vous vous rendez compte, vous allez dépenser 200 euros par mois avec les mêmes schémas de roulage. Donc, vous avez tout d'un coup à trouver 100 euros par mois. Donc, même si la voiture est payée cash ou même si vous prenez un crédit, vous allez quand même avoir cette augmentation de l'assurance, du carburant, peut-être des taxes. Et donc, ça augmente vos revenus. Et donc, dans chaque décision que vous allez prendre de dépenses, vous allez toujours essayer de comprendre les tenants et aboutissants pour votre mode de vie et vos dépenses quotidiennes. Et ça, c'est très important pour atteindre l'indépendance financière, parce que vous pouvez être indépendant que lorsque vous maîtrisez vos modes de vie. Le deuxième principe, c'est en fait simplement multiplier les sources de revenus. Il est impossible de bâtir de manière sûre un grand patrimoine, même un patrimoine moyen. Il est impossible de les construire sans multiplier ses revenus de différentes sources. Donc là-dedans, vous avez les dividendes, vous avez des intérêts, si vous voulez, vous avez peut-être vos business à vous, différents business, différents secteurs dans lesquels vous pouvez travailler, mais ça peut être aussi le cas d'un salarié qui a son salaire de salarié, et puis qui a de l'autre côté, grâce à ses investissements, il touche des dividendes tous les ans, et qu'en plus il fait du petit commerce le week-end en vendant des produits locaux au marché. Donc avoir plusieurs sources de revenus, c'est vraiment ça qui va vous permettre de dégager de la marge. Vous avez sans doute entendu parler que la diversification est roi, que c'est ce qui peut vous assurer une bonne gestion du risque. C'est la vérité, surtout avec vos sources de revenus. Et ça, on ne le dit pas assez, on ne le dit pas aux gens. Vous ne devez pas dépendre d'une seule source de revenus. Et le troisième principe, qui lui est plus compliqué, mais vous allez comprendre, c'est savoir gérer son risque. Donc, est-ce que vous savez dans votre décision quels sont les risques liés à cet investissement, cette dépense? Quel est le pire scénario?
ce qu'on appelle le worst case scénario en anglais, c'est-à-dire quel est le pire risque qui pourrait survenir et quel est le best case scénario, c'est combien est-ce que ça peut vous rapporter au maximum. Quand vous savez ça, vous pouvez mettre en confrontation constamment les risques et les opportunités ou les profits que vous pouvez tirer, par exemple, de votre décision d'investissement. Le plus important, c'est que au moins vous considérez qu'il y a des risques, parce que jamais, dans aucune décision de dépense ou d'investissement, il n'y a aucun risque. Il y a toujours des risques, et si vous pensez qu'il n'y a aucun risque, c'est qu'il y a forcément une anguille sur la roche. Ce n'est pas parce que le risque est élevé que le gain est potentiellement élevé. Il y a plein de situations où le risque est élevé avec un gain faible. Donc vous verrez que plus vous intégrerez le risque et la manière de gérer le risque dans vos décisions, plus vous allez voir que vous avez besoin d'une marge pour encaisser ces risques. Donc par exemple, vous n'allez pas chercher des revenus pour juste satisfaire vos besoins personnels, vous allez chercher des revenus pour satisfaire vos besoins personnels et pour couvrir le risque qui pourrait survenir à l'avenir. C'est exactement ce que font les banques quand elles mettent un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est toujours dépendant du risque. Et donc plus le profil du client sera risqué, plus la banque va chercher un taux d'intérêt plus élevé. Pourquoi? Parce que là-dedans, elle ne sait pas si le risque va survenir, mais bon, eux ils vont plus loin parce qu'ils ont des probabilités, des statistiques très élaborées, ils ont des méthodes actuarielles, mais en tout cas dans le prix de l'intérêt, il y a la partie du bénéfice pour la banque et il y a la partie du risque de perte pour la banque. Et donc plus le risque est élevé, plus la banque cherchera à se rémunérer, sinon ça vaut pas la peine pour elle. Et c'est exactement ça, c'est que si vous avez une bonne situation financière, ça sera très facile pour vous de amortir les risques qui surviennent. Et c'est exactement le même principe. Donc voilà, quand on atteint ces trois principes-là, le contrôle de ses dépenses, la diversification de ses revenus et la gestion du risque, on se rend compte que devenir indépendant financièrement est beaucoup plus complexe que simplement avoir des revenus passifs. Parce que vous allez devoir trouver là où vous avez plus de risques de dépendance. Typiquement, effectivement, le salarié, par exemple, il est très dépendant de son employeur pour assurer son mode de vie, mais il y a beaucoup d'autres qui, ne prenant pas le risque de cette dépendance, c'est-à-dire que la part de risque dans leur revenu n'est pas calculée, et donc ils se disent que tout ce qu'ils gagnent peut être dépensé, voire pire, ces personnes-là peuvent même prendre un crédit qui va venir manger tout leur salaire du mois, et lorsqu'ils perdent leur emploi, se trouvent en situation de surendettement. D'ailleurs, la principale cause de surendettement ne sont pas des pauvres gens qui ne savent pas ce qu'ils font, qui vivent au-dessus de leurs moyens. Non, en fait, ce sont des gens qui ont vécu sur leurs moyens, qui n'ont pas eu suffisamment de marge de sécurité et qui tout d'un coup perdent des revenus, qui sont des pertes inattendues. Ces gens-là se retrouvent dans une situation de surendettement. Et malheureusement, le manque d'éducation financière pour ces gens-là peut entraîner des conséquences très graves puisque durant toute leur vie, ils pourraient se retrouver à payer des dettes à des huissiers. Donc on voit que ce cycle-là, cette étape-là d'apprentissage, de la maîtrise des dépenses, multiplier ses revenus, intégrer le risque et donc la marge pour couvrir vos risques, c'est super important. Et vous verrez que dans toutes vos décisions, si vous appliquez ça, certaines seront meilleures pour d'autres que pour vous. Et c'est normal. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais curieux de comprendre un peu comment vous percevez le concept d'indépendance financière. En tout cas, dans cette chaîne, on parlera évidemment de ces thèmes, on parlera d'éducation financière. Et j'espère aussi pouvoir parler d'investissement, d'analyse d'investissement, mes propres investissements, d'investissements d'autres entrepreneurs. Et voilà, j'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne tout de suite. Et à bientôt.